Ce qui nous fait une transition sur la table ronde suivante que nous allons accueillir. La maintenance en milieu extrême, s'adapter et anticiper. Ça a été évoqué par Jérôme Denis, cette nécessité de s'adapter, d'anticiper. Pour évoquer ce sujet-là, plusieurs invités. Régis Tonnet, il est chef du School Lab de l'école de navigation sous-marine et de bâtiments à propulsion nucléaire. Régis va nous rejoindre. Caroline Delmas, elle est responsable de maintenance des laboratoires Ipsen qui sont installés sur le plateau de Signes. Jean-Luc Battista, il est responsable de l'aéronef ATL2 au service industriel d'aéronautique, l'AIA de Cuers-Pierrefeu. Le capitaine de vaisseau Clément Cadiou, il est chef de division nucléaire du SSF, du service de soutien à la flotte à Toulon. Il a à ce titre le référent technique étatique pour l'entretien des chaufferies nucléaires à Toulon. Installez-vous où vous voulez, d'un côté ou de l'autre. Parce qu'en fait, là, il y a la lumière et vous avez plus d'espace. Et Olivier Cavallo, il est directeur de Veolia Eau pour le territoire Var-Provence-Méditerranée. Un petit jingle pour accueillir tout le monde. La troisième chaise est là, Olivier. Alors, on va pas. Je vous ai présenté rapidement, mais ce que je voudrais peut-être qu'on commence à évoquer ensemble, c'est les uns après les autres, c'est qu'est-ce qui caractérise selon vous un milieu extrême? Et en fait, en l'occurrence, par rapport à votre expérience, c'est quoi un milieu extrême dans votre domaine? Pensez-vous peut-être, Monsieur Cadiou? Ça fonctionne? Oui. Alors, un milieu extrême, c'est... moi, je travaille donc dans le nucléaire, dans l'entretien des chaufferies nucléaires qui sont embarquées sur nos sous-marins, sur notre porte-avions. Comme l'a dit mon amiral, sur un porte-avions, on a des chaufferies, une piste d'atterrissage, des radars. Donc ça, déjà, c'est extrême. Mais en fait, la définition que j'en fais pour le domaine qui me concerne, qui est celui du nucléaire, c'est des risques et des contraintes de milieu. C'est-à-dire des contraintes de milieu parce qu'on travaille sur un bateau, on travaille sur l'eau, on travaille dans un milieu restreint, on travaille... voilà, et des risques, les risques du nucléaire on les connaît, c'est radioprotection, accident nucléaire bien évidemment, et c'est tout ça qu'il faut réussir à intégrer dans notre écosystème, dans notre façon de fonctionner, dans notre façon d'entretenir. Voilà, en 2 mots. Caroline Delmas, puisque vous êtes juste à côté, donc pour les laboratoires Ipsen, alors on imagine que c'est là aussi un milieu contraint, un milieu extrême. Voilà, donc moi je travaille chez Ipsen, c'est un laboratoire pharmaceutique français, et donc nous sommes implantés sur le site de Signes, là, sur le plateau de Signes. Le milieu extrême pour nous, c'est la santé du patient final en fait. Donc si on entrevoit la maintenance dans un milieu où on a juste l'intention de ne pas dégrader la santé du patient final, donc de l'améliorer, et donc ça nous contraint beaucoup dans notre façon de travailler, bien entendu, pour éviter toute contamination, que ce soit particulière ou microbiologique du produit que nous sommes en train de fabriquer. Donc c'est un milieu très contraint d'un point de vue réglementaire, et donc bien entendu dans nos modes de travail, d'anticipation et de résolution de nos pannes sur le terrain, sur les lignes de production. Olivier Cavallo, on est dans un autre domaine, on ne pense pas à l'eau comme un milieu extrême, mais pourtant. Non, je pense effectivement on n'a pas la même vision du milieu extrême que si on travaille dans le nucléaire. Néanmoins, pour nous, c'est le risque, effectivement. Le risque, on le voit bien, c'est la continuité du service de l'eau, de l'assainissement, dans des conditions particulières, et on le voit avec les risques climatiques aujourd'hui, et puis le milieu dans lequel on va l'effectuer, puisque si on parle de l'assainissement par exemple, on a beaucoup d'ouvrages, surtout sur la bande littorale, qui sont des ouvrages enterrés avec des problèmes d'atmosphère, des problèmes de corrosion forts. Quand on va avoir de l'air un peu neuf, on dirait, c'est de l'air salin. Et on voit les conséquences pour nous d'une non-continuité du service, c'est
la pollution de l'environnement ou la rupture de service pour la population et donc pour quasiment toutes les activités humaines, puisque beaucoup d'activités humaines se font avec de l'eau. Voilà. Régis Tonnet, School Lab. Ouais. Pour moi, ce milieu dangereux, c'est plutôt, ce que je pense, c'est que c'est un milieu où l'homme ne vit pas. Plonger sous l'eau avec un sous-marin, voler avec un avion, c'est pas les frontières du domaine de la vie humaine. Et quand on va aller dans ces milieux-là, il va falloir s'adapter pour survivre, s'adapter individuellement, collectivement, adapter les règles et consignes pour que l'homme puisse survivre dans ce milieu ou dans ces milieux qui sont normalement pas faits pour la vie humaine. Jean-Luc Baptista. Pour Je vais un petit peu redire ce qui a été dit précédemment. Hein. Effectivement, ce qui est dans la maintenance d'un aéronef tout au long de son cycle de vie et dans une maintenance 3e niveau, une visite d'entretien majeure, effectivement, il y a deux types de milieux extrêmes. Il y a les milieux extrêmes dans les opérations de maintenance qu'on peut réaliser sur l'aéronef, dans des espaces confinés où on ne vit pas habituellement, dans les zones réservoirs. Quand on fait l'étanchement de réservoirs, des personnels interviennent. Hein, on n'a pas encore de robotisation pour vérifier l'étanchement d'un réservoir. Et donc là, on est dans des milieux extrêmes, donc avec des protections. On ne peut pas y vivre normalement. Donc il y a des procédures très, très, très particulières et précises à respecter dans l'intégrité physique et morale même des personnels. Dans nos zones de test moteur, hein, dans les zones de point fixe, les milieux extrêmes où il faut quand même respecter beaucoup de règles et une coordination. On l'a cité précédemment dans la conférence, la compétence, les procédures. Et puis, aux sorties d'une visite d'entretien majeur, on a un vol industriel. Donc là, on est dans des milieux extrêmes. Hein. L'aéronef a une configuration de vol de 300 pieds à 30 000 pieds. Donc on est dans des configurations de vol et un test du porteur et du système de l'avion qui amène des configurations particulières pour les personnels navigants. Donc là aussi, des procédures, et on est dans ce milieu extrême pour valider la visite de l'aéronef et l'entretien et la remise en potentiel de l'avion. Alors, on va parler d'anticipation. Vous allez garder le micro, Jean-Luc. Tout à l'heure, Jérôme Denis disait que là maintenant, ce n'est pas uniquement une checklist qu'il faut appliquer. Ce n'est pas que comme ça que ça marche. Pourtant, dans l'aéronautique, ça fonctionne beaucoup comme ça. Comment est-ce qu'avec les checklists, on anticipe tout? Voilà. Est-ce qu'on peut tout anticiper? Jusqu'à quel niveau? Alors, effectivement, on parle de checklist, de procédure, d'application. Alors, j'ai beaucoup apprécié les termes du conférencier précédent sur la compétence d'attention. Effectivement, le maintenancier voit beaucoup de choses que les personnes qui ne sont pas dans ces domaines de compétences ne peuvent pas détecter immédiatement. Alors, en fait, ça va de pair. On a un terme que l'on utilise dans la maintenance qui est les techniques courantes et les règles de l'art, évidemment. C'est lié aux compétences initiales, à l'expérience. Alors, dans l'aéronautique, on rappelle souvent le terme que l'expérience ne protège pas de l'erreur. Donc, on est dans deux données, dans 2 points associés, respecter la procédure et dans un bon niveau de maintenance. Donc bien sûr que l'anticipation et la prévision de l'activité est essentielle. Effectivement, toute activité amène sa phase et ses points et ses impondérables qu'il faut traiter, mais pas dans l'improvisation. Là aussi, dans l'adaptation et sur les bases d'une procédure préparée et d'une compétence validée. Voilà, donc c'est important et c'est ce qui permet, encore une fois, de se protéger d'activités dans lesquelles toute vie humaine n'est pas forcément préconisée en temps normal. Voilà. Clément Cadiou, dans le nucléaire, même question. On peut tout anticiper? Alors, moi, je voulais revenir juste un peu en amont, j'anticipe pourquoi et quels sont mes objectifs. Mes objectifs, quand je fais de la maintenance, à moi, c'est la disponibilité, parce que c'est pas le plaisir d'entretenir une chaufferie. Oui, c'est plaisant, mais l'objectif, c'est qu'elle fonctionne, et c'est de donner un bateau qui va partir en mer. Et donc, c'est la disponibilité et la sûreté nucléaire. Faire ça sans faire d'erreur, sans créer d'accident, sûreté nucléaire ou l'accident d'avion, finalement, on se rejoint sur ces aspects-là. Et de ça, on va en déduire, par une démonstration d'ingénieur, une liste de choses à faire. Une liste de maintenance préventive. Et c'est ça qu'il faut qu'on déroule, c'est ça qu'il faut qu'on anticipe, c'est ça qu'il faut qu'on prépare.
Donc ça, on le fait, et on a un domaine extrêmement normé. Et donc, nous, on va le faire, enfin, on est capable de le prévoir plusieurs années à l'avance. C'est-à-dire que je sais parfaitement quand arrive l'échéance d'épreuve de la cuve du réacteur du porte-avions Charles de Gaulle. On sait quand est-ce qu'elle va arriver. Elle arrive en 2027. Point. On le sait. Et tout ça, c'est anticipé, c'est préparé. Et donc, on a ces listes de maintenance préventive avec cet objectif, disponibilité, et j'y ajoute, moi, évidemment, l'aspect sûreté nucléaire qui est mon domaine. Caroline, même question. Voilà, donc nous, dans le milieu dans lequel on travaille, il y a une forte contrainte qualité. Donc on a des services d'assurance qualité et c'est marqué dans les régulations, enfin dans les régulations, enfin dans les, comment on appelle ça, dans les normes qualité. Toutes les instructions de maintenance sont censées être approuvées par la qualité avant d'être exécutées. Donc ça nous met dans une situation assez compliquée. Donc effectivement, moi j'ai beaucoup aimé l'intervention de Jérôme Denis à ce sujet-là. Donc c'est vrai que les choses, on les décide souvent quand on est sur le terrain et quand on voit les choses, hein, quand on les touche et quand on les écoute. Ça nous complique la tâche, d'autant que on peut évidemment pas se rendre compte avant d'être sur le terrain de l'étendue qu'il peut y avoir de travail sur le. Donc du coup, on peut faire des états des lieux et programmer plus tard des interventions sur lesquelles on s'entendra avec la qualité sur les précautions à prendre avant l'intervention, les précautions à prendre pendant l'intervention et après l'intervention. Donc j'ai oublié de vous dire tout à l'heure qu'en fait on travaille en salle blanche. Donc c'est plus que des salles blanches, hein, c'est des salles blanches où on accepte 0 germe. Donc bien entendu, une intervention de maintenance dans des conditions telles, c'est quasiment impossible si ce n'est pas très préparé. Voilà. Bien évidemment. Régis Tonnet, Olivier Cavallo, sur la même question concernant cette anticipation. Jusqu'où peut-on aller ? Alors, je pense que déjà, on ne vit pas dans un monde qui est déterministe, on vit dans un monde qui est stochastique, donc tout prévoir à l'avance, c'est juste pas possible, on ne peut pas viser l'exhaustivité. Il n'y a qu'à voir les derniers grands accidents nucléaires, hein, si on se réfère au nucléaire. On ne peut pas tout prévoir à l'avance. Quand on parle de checklist à dérouler, on s'adresse à une compétence, enfin c'est pas vraiment une compétence, mais c'est plutôt un savoir-faire, c'est je suis capable de dérouler une checklist pour vérifier l'état de mon installation ou la remettre en sûreté. Mais tout ça en amont, ça vient de la compétence de l'opérateur, du conducteur ou du maintenancier, qui sera en capacité de se baser sur les bons observables par rapport à une situation qu'il est en train de vivre, pour être capable de dire c'est bien cette checklist que je dois dérouler à ce moment-là. Donc on ne peut pas vraiment viser l'exhaustivité. Ce qu'on peut faire, c'est travailler autour de situations professionnelles de référence qui vont être la chaîne de production qui fonctionne bien, la chaîne de production qui a un problème. Et dans ces situations professionnelles de référence, on va y mettre un corpus documentaire qui va s'appuyer sur des savoir-faire et savoir-être qui vont permettre de travailler le plus en sécurité possible. Mais finalement, la checklist, ce n'est qu'un artefact. Il faut bien qu'en amont, l'opérateur soit conscient de ce qu'il est en train de vivre pour aller chercher le bon artefact. Olivier Cavallo, vous avez 2 micros sur cette table. Donc... Oui, mais on utilise tout le temps le même. Chez Veolia, donc, nous sommes gestionnaires de services publics et d'installations qui appartiennent aux collectivités. La maintenance a deux objectifs. C'est d'avoir des installations qui soient en permanence opérationnelles, afin d'en permanence, dans mon métier, distribuer de l'eau potable et épurer de l'eau avant de la rejeter dans le milieu. Et deuxième objectif, et monsieur en a bien parlé tout à l'heure, on parle beaucoup, nous, de gestion patrimoniale, c'est-à-dire conserver une valeur à ce patrimoine de la collectivité, hein, qui est notre patrimoine à tous, et s'assurer que ce patrimoine ne se déprécie pas et que à la fin de nos contrats, on rende à la collectivité son patrimoine en bon état. Et pour cela, on va s'appuyer sur la gestion de données. C'est extrêmement important et c'est ce qui évolue beaucoup ces dernières années parce que le digital nous permet de mieux
traiter ces données. L'intelligence artificielle va nous permettre également de mieux les analyser ou commencer à les traiter. On a des quantités d'outils, comme des outils d'analyse du risque de défaillance, par exemple, pour des canalisations que l'on a développés. Mais ces outils, c'est rien sans la vision de l'opérateur sur le terrain qui, lui, va devoir bien sûr suivre des gammes de maintenance, mais va devoir surtout savoir s'adapter au véritable état des installations, faire des choix, des préférences en fonction de la réalité du terrain. C'est pour ça que aujourd'hui, tous nos opérateurs, on leur a mis à disposition des outils qu'ils utilisent avec toute leur intelligence et leur connaissance, puisque chez nous, par chance, quand on a recruté des talents, généralement ils restent jusqu'à la retraite, et donc on a des personnes qui ont une grande expérience de cette maintenance et de leurs installations. Alors, vous faites la transition avec une autre question que je souhaitais aborder avec vous, c'est comment faire, en matière de maintenance en milieu extrême, comment faire arriver l'information à la bonne personne, au bon interlocuteur, comment détecter la panne, le dysfonctionnement pour provoquer l'action de maintenance. Donc là, vous évoquez de nouveaux outils. Est-ce que c'est toujours aussi évident que ça? Parce que ça a été évoqué par Jérôme Denis, si on n'a pas l'information, si cette information est noyée dans de multiples informations, on ne peut pas agir. Alors, est-ce que c'est toujours évident? Non, il faut, exactement, mais tout à l'heure, l'intervenant précédent l'a bien dit, il faut investir. Il faut investir dans la donnée. On parlait tout à l'heure des réseaux d'eau potable. Effectivement, les réseaux d'eau potable, on travaille avec des plans. Certains réseaux ont été posés il y a 150 ans. Ben, il y a 150 ans, la précision qu'on avait sur les plans font qu'aujourd'hui, quand on essaye de les localiser sur des plans, on peut les localiser sous des immeubles. Bon, dans la réalité, ils ne sont pas sous l'immeuble. Hein, mais on sait aujourd'hui qu'on a des technologies, on a des géoradars, on est capable de positionner les réseaux. Ça demande un investissement dans la connaissance, un investissement ensuite dans la formation des équipes. Il est certain que, alors on parle d'une retraite qui va toujours plus grandissante, mais des personnes qui ont X années d'expérience, ils n'ont pas eu l'habitude de consulter des tablettes numériques comme on voit les étudiants aujourd'hui. Et ils ont donc à la fois besoin de cette information, d'apprendre à l'utiliser, et on a besoin en plus d'innover à tout moment. La performance d'un réseau d'eau potable, hein, c'est notamment sa capacité à ne pas perdre de l'eau. Quand j'ai commencé à travailler dans ce métier il y a 30 ans, je sortais la nuit pour aller regarder des compteurs, fermer des vannes pour essayer de déterminer une fuite. Aujourd'hui, il y a des capteurs qui sont sur les réseaux. Ces capteurs, ils se parlent entre eux et puis finissent le matin par nous envoyer un message pour nous dire attention, vous avez une présomption de fuite au 10 de la rue. C'est une évolution considérable, une facilité sur la maintenance, mais une nécessaire formation et une nécessaire formation et un accompagnement de l'ensemble des équipes pour apprendre à utiliser cette information nouvelle, cette donnée, pour plus de performance et une meilleure maintenance. Clément Cadiou, sur cette information nécessaire pour agir. Alors moi, je vais aller au-delà de la donnée là, que vous évoquez, de la façon d'avoir de l'information technique. Moi, j'ai l'arme ultime sur un bateau, ça s'appelle un équipage. Et c'est eux qui conduisent, et c'est eux qui se sentent propriétaires de leur bateau. Moi, quand je faisais visiter les bateaux sur lesquels j'ai navigué à ma famille, je disais on va visiter mon bateau. Et on entretient toujours mieux sa maison que celle de l'autre. Et donc, c'est aussi parce qu'on s'approprie nos installations qu'effectivement, après, on va aller tourner une vanne de nuit pour essayer de comprendre pourquoi ça fuit à droite et pas à gauche. Et effectivement, on a aujourd'hui des outils de remontée d'informations
Mais à mon sens, ce qui va faire remonter le mieux l'information, c'est aussi cet aspect humain, cet aspect conduite, cet aspect connaissance de nos installs. Jean-Luc Battista. Oui, vous m'entendez. Oui, je reviens sur la notion de mon bateau, parce que ce matin, j'ai cité sur le stand « Mon avion est en baquette ». Alors, c'est l'avion du contribuable, ce n'est pas mon avion. Donc, c'est un abus de langage. Effectivement, il y a un sentiment d'appartenance qui permet de s'approprier ce qu'on appelle chez nous les machines et les aéronefs, pour pouvoir vraiment comprendre la manière d'entretenir cet aéronef. Sur le partage de l'information, il est essentiel vraiment tout au long d'un processus de maintenance et d'entretien. Alors effectivement, on n'entretient pas un aéronef comme un bateau par hasard. On a un plan d'entretien chez nous aéronef, un plan d'entretien certifié, et on applique exactement ce qui est préconisé par le constructeur en termes d'entretien périodique, en termes de maintenance calendaire ou en heures de vol. Donc on est vraiment cadré dans nos démarches. Et puis il y a aussi de l'expertise et de la réparation associée. Dans toutes ces démarches, jusqu'aux essais en vol, évidemment, il y a les propos qui sont propres, qui sont très, très souvent assimilés à l'activité militaire, unité de temps, de lieu et d'espace. Il est essentiel autour d'un aéronef, quand on l'entretient, de se retrouver autour de l'aéronef. Que ce soit le bureau technique, les bureaux d'études s'il y a de l'expertise complémentaire et des solutions de réparation, et puis les opérateurs essentiellement, l'équipage en réception de l'aéronef. Et le partage de l'information se fait à partir d'un référentiel commun, des données communes et comprises et analysées, je reviens encore une fois sur la conférence précédente, dans le tamis de la compétence et de l'expérience. Voilà. Donc c'est un référentiel, c'est des données informatisées, sur papier, dans des procédures qui sont partagées sur des documents partagés et échangés. Donc il est important pour travailler sur une compétence. Évidemment, c'est un travail d'équipe et c'est un travail, on va dire, dans le cadre d'une équipe intégrée. Donc, et le manager, tous les managers, de l'atelier jusqu'au responsable programme, doivent, à mon sens, veiller à ce que cette intégration soit le plus souvent la plus établie, je veux dire, au quotidien, quoi, voilà, pour pouvoir travailler sur un échange correct de données et de partage sans perte en ligne et sans interprétation qui pourrait fausser l'expertise et l'analyse en cas d'anomalie, de panne ou d'avarie. Une fausse alerte ou une mauvaise information qui fait qu'on ne va pas le déclencher la bonne procédure. Absolument, la bonne procédure, et puis une mauvaise piste d'analyse et de réparation qui pourrait, dans le moins pire, allonger la réparation ou créer une avarie qui pourrait mettre en danger les équipages, les opérateurs, les équipages et puis le matériel. Évidemment, le but aussi dans ce point-là, je rejoins ce qui vient d'être dit précédemment par les intervenants précédents, c'est la disponibilité. Hein, là aussi, il y a vraiment un équilibre toujours à trouver entre pas d'anticipation, respecter les procédures, prendre le temps qu'il faut pour fiabiliser nos interventions et fiabiliser in fine le matériel, rendre fiable le matériel et en même temps optimiser le temps d'intervention pour pouvoir très très vite rendre les aéronefs le plus disponibles possible pour les forces. Voilà. Caroline Delmas, sur ce sujet de l'information qui doit arriver vite et au bon interlocuteur. Alors, dans votre univers. Moi je dirais, chez nous, l'information la plus fiable, c'est le conducteur de ligne. Donc c'est la personne qui utilise la machine, c'est elle qui est la meilleure pour détecter le problème sur le terrain. Donc oui, on a des capteurs de partout, oui, on a des remontées d'alarme, oui, mais la personne qui conduit la ligne, c'est elle la mieux placée pour alerter en disant « Ah, là j'ai un petit bruit, là ça ne s'est pas comporté comme d'habitude. Je te dis ça, je ne sais pas si c'est grave, mais je te le dis. » Voilà. Donc eux, c'est les sentinelles, c'est vraiment les meilleurs. D'ailleurs, ils sont meilleurs que nous pour conduire la ligne. Hein. Franchement, il n'y a pas photo. Alors il y avait donc un petit clin d'œil, c'est pas l'université, c'était un lycée. Donc il y avait une formation conducteur de ligne il n'y a pas très longtemps au lycée Costebel, elle a disparu. Voilà. Après, effectivement, donc on a, nous, un certain nombre de techniciens de maintenance, et ces techniciens, ils sont dédiés aussi, ils sont dédiés par ligne.
Donc, bien entendu, ils peuvent intervenir de partout parce qu'ils sont polyvalents, ils ont des compétences de base solides, mais ils sont vraiment affectés sur des ateliers et c'est eux qui sont capables de faire des améliorations sur les équipements, bon, du correctif bien entendu s'il y en a besoin, et d'améliorer la performance. Donc c'est eux qui sont impliqués avec les conducteurs de ligne au quotidien sur les équipements et les lignes de production. L'importance de l'humain dans le dispositif, hein, c'était rappelé sur l'équipage. Régis Tonnet, dans la formation des équipages à la conduite des bâtiments à propulsion nucléaire et des sous-marins notamment, bien évidemment l'humain avant le capteur. L'humain avant le capteur, oui, sur un bateau, ça a été dit, hein, c'est l'esprit d'équipage. Le bateau nous appartient, hein, quand on a un uniforme ou même quand on est civil de la défense et qu'on travaille proche d'un bateau, le bateau nous appartient. On dit mon sous-marin, ma frégate, mon porte-avions. Ce qui est très important, en fait, l'humain, c'est un capteur de données, parce qu'on parle de données. Et c'est surtout, nous, on doit les former à reconnaître les états stables. Parce que finalement, une installation bien conduite, même si elle est à l'arrêt, elle a un état stable. Et chaque état stable se réfère à des observables, donc des données, une pression, une température. Ma voiture, dans mon garage, si je ne retrouve pas une flaque d'huile dessous, je sais qu'elle est dans un état stable et je vais pouvoir la démarrer. À bord d'un bateau, on doit connaître ces états stables et repérer les états transitoires non voulus. C'est ça l'avarie, la problématique. C'est bien que je suis en train de subir un transitoire non voulu et comment je m'en aperçois vite, c'est en ayant conscience des observables à suivre. Si nos équipages n'ont pas cette conscience-là, ils ne verront pas le paramètre qui dérive et qui fera que finalement on ira donner à manger aux poissons. À l'ENSM, on forme sur simulateur. On met les élèves en situation de conduite, en situation de maintenance, pour que les entraîner justement à aller chercher ces bons observables. Et l'humain est tellement important que nos simulateurs sont équipés de caméras, de microphones, etc., pour débriefer. Parce que entraîner, simuler, jouer à quelque chose, si à l'issue il n'y a pas un débriefing pour qu'il y ait des recommandations pour améliorer l'équipage et la conduite, ça ne sert à rien. Parce que la partie fragile dans le système, c'est bien l'humain, et il ne faut pas oublier que notre cerveau, finalement, ça fait 40 000 ans qu'il n'a pas évolué, et il a été fait pour monter à des arbres quand on avait des lions qui nous poursuivaient, et aujourd'hui, il ne faut pas paniquer quand on est aux commandes d'une centrale nucléaire à bord du Charles de Gaulle ou d'un sous-marin, parce qu'il y a un combat à continuer, il y a un bateau à remonter, et il y a des vies qui sont en jeu. Donc voilà, la donnée est importante et pour être capable de déterminer à quel moment on rentre dans quelque chose qui va défaillir. Alors s'adapter et anticiper, s'adapter, c'est aussi la capacité à réagir vite en situation de risque, en milieu extrême, en milieu contraint. Est-ce que c'est toujours possible ? Alors, c'est toujours possible si on prend en compte, je dirais, il y a l'espace et le temps de chaque opérateur. Si je prends l'exemple d'un bateau ou d'une ligne de production, l'opérateur qui va gérer sa puissance neutronique sur un sous-marin ou sur le Charles de Gaulle, il va être dans de l'immédiateté s'il voit un paramètre qui dérive. Mais si je me mets à la place du commandant, qui est engagé dans une opération de guerre ou qui doit dérober parce que lui va avoir une autre vision à plus haut niveau et il va falloir qu'il prenne des décisions pour contraindre parfois certains opérateurs à on va casser peut-être un petit peu ou détériorer, aller toucher les limites du système, ça a été dit par l'amiral tout à l'heure, c'est conduire le système dans ses limites en disant à cet opérateur qui, lui, est dans le temps très court, on a le commandant qui est dans un temps qui est plus long. Et il va falloir faire travailler toute cette chaîne-là. On a le rondier machine, par exemple, qui va dire « ça sent le brûler, mais on va peut-être continuer à faire tourner l'hélice parce qu'il y a un sous-marin à remonter à la surface. » Donc, c'est en entraînant l'intégralité de l'équipage, c'est surtout en partageant les informations de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce qui intéresse le commandant, qu'est-ce qui intéresse l'opérateur, qu'est-ce qui intéresse le rondier machine et qu'est-ce qui intéresse le cuisinier qui est très important à bord d'un bateau. Et il faut apprendre à tous ces gens-là à se parler, mais je pense que dans les entreprises, c'est exactement la même chose. Et c'est là où on va pouvoir être efficace justement sur nos installations. Clément Cadiou, même question. Réagir vite, possible, pas possible, aller au
au-delà enfin aux limites en tout cas, pas au-delà Alors, des limites. aller vite, hein, on parle bien de maintenance ici. Hein. Moi, je m'en méfie énormément. C'est-à-dire que moi, je sépare deux choses. Il y a l'aspect conduite, où effectivement, je rejoins ça. Il faut être capable de conduire notre installation. Il faut être capable de la remettre dans un état sûr. Et la conduite ne s'arrête pas quand on fait de la maintenance. On continue à conduire notre chaufferie pour la mettre dans l'état où on veut qu'elle soit pour faire la maintenance. Et on a toujours ce risque incidentel, accidentel. Et donc face à ça, on a effectivement un certain nombre de procédures pour être capable de remettre notre installation dans un état sûr. Et là, on va aller vite. Mais il ne faut surtout pas confondre vitesse et précipitation. C'est facile ce que je viens de dire. Mais, et je me méfie énormément de l'humain. C'est-à-dire que l'humain, il n'est pas fiable à 100%. Quand on fait une étude probabiliste de sûreté, on va dire que l'humain, il fait entre 1 à 3% d'erreur. Et c'est vrai. Et vous ferez l'exercice chez vous, vous allez vous apercevoir qu'un jour, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Et 1 à 3% d'erreur. Donc aller vite, c'est aussi augmenter ce risque-là. Donc face à ça, nous, on va mettre en place des procédures pour remettre notre installation dans l'état sûr. Ça, c'est effectivement aller vite. Après, en termes de maintenance, on a des petites règles, comme dans tous les domaines. Alors je les ai retrouvées chez nous, Marine Nationale, chez Naval Group, je les ai retrouvées chez EDF. Et dedans, il y a ce qu'on appelle le Stop Call Wait, en bon français. Nous, on appelle ça un PIT, un plan d'intervention technique. Ça veut dire qu'on est face à une avarie, ok, on a remis notre installation dans un état sûr, et maintenant on va réfléchir. Et on ne va surtout pas essayer d'aller trop vite, parce que là, on va la faire, la bêtise. L'incident ou l'erreur est tolérable, le surincident est inacceptable. Donc, aller vite, oui, pas franchement en maintenance. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ces éléments-là. Caroline. Alors je dirais chez nous, la difficulté, c'est que les équipes de maintenance sont extrêmement agiles et rapides. La difficulté. Ah oui, il faut arriver à les freiner, c'est très difficile. Parce qu'en fait, en croyant bien faire, on prend un risque ou on est après incapable de dire quel risque on a pris avant la panne, quoi. Parce que un équipement qui tombe en panne, c'est qu'il a fonctionné de façon dégradée avant. Et donc, pour comprendre quel est le risque qu'on a pris sur le produit qu'on a fabriqué, et donc pour le patient qui va utiliser ce produit-là, il faut surtout rien faire et commencer par réfléchir. Et ça, c'est hyper difficile. Donc, nous, j'aurais tendance à dire que c'est un vrai enjeu, quoi, de savoir commencer par se réunir en multicompétences. Donc, la maintenance, oui, la qualité, les gens du process, et se dire, bon, voilà, il s'est passé ça. Voilà les infos qu'on a, nous, au niveau maintenance, puisqu'on connaît très bien nos équipements, donc on sait que ça a pu jouer sur ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des essais supplémentaires avant qu'on répare? Parce qu'une fois que ça sera réparé, le statut d'avant, il aura disparu, quoi. Donc oui, nous, c'est un problème, en fait, l'agilité. Olivier Cavallo et Jean-Luc Battista, ensuite. Alors, les gestions d'urgence et la gestion de situations, je dirais, de crise, c'est un peu notre métier, nous, de tous les jours, parce que le service d'eau et d'assainissement, il ne s'arrête jamais. Et il ne doit pas s'arrêter. Néanmoins, comme l'a dit monsieur, le suraccident, incident, il est inadmissible, et donc on s'entraîne. On gère de façon régulière des crises, donc on est encore plus entraîné. Le meilleur entraînement, c'est quand même le fait d'avoir des situations qui succèdent. On a beaucoup de matériel, parce que souvent la résolution des problèmes passe également avec des problèmes de matériel. On a des agents qui sont formés, professionnels, on a des plans, mais je dirais qu'avec tous les plans que l'on a,
Chaque fois qu'on a une crise, ça ne rentre pas dans le plan qui était prévu, mais l'élaboration des plans nous ont permis d'acquérir des réflexes, une méthode qui nous permet rapidement de nous mettre en gestion de situation de crise. Et je dirais on n'est pas trop mauvais pour ça, puisqu'on voit que les installations d'eau, d'assainissement, ça marche assez bien. Et heureusement, parce que, notamment sur l'assainissement, sans doute, un incident sur une station d'épuration, ça réduit à néant tout le travail qui est fait pendant des années. L'impact sur l'environnement serait tel que tout ce qui a été fait depuis des années n'aurait aucun sens en quelques heures. Voilà ce que je pouvais dire sur la gestion de ces situations de crise. Jean-Luc Baptista, pour l'AIA. Oui, alors réagir vite, pourquoi pas si cela est nécessaire. Il faut parfois agir vite, mais pas de manière improvisée. Voilà. Et pour ne pas agir de manière improvisée, il faut se préparer. Le training, la procédure d'application, on l'a dit plusieurs fois dans nos interventions, il faut se préparer. Bien sûr, en essai point fixe moteur, il faut agir vite. Si les données sont défaillantes, on parlait d'état stable et d'état transitoire. En état transitoire, il faut agir vite, parfois. Il faut éviter la catastrophe, la destruction de matériel, la mise en danger des personnels. En essai en vol aussi, il faut agir vite en cas de problème, d'anomalie, de défaillance moteur, de défaillance système, d'une panne du conditionnement d'air. Il faut revenir, on arrête les essais, on arrête le vol industriel et on atterrit. Mais on agit vite, mais pas de manière improvisée. Les procédures sont là pour ça, les checklists, le training, les simulations et la préparation initiale. Donc, on parlait d'action prévisionnelle, donc c'est vraiment dans ce travail-là. Il y a une préparation du travail. Alors, dans nos interventions, on parle souvent du plan de prévention. Ça paraît une formalité chaque fois qu'on le demande pour nos intervenants, pour nos personnes qui interviennent dans des sites qui ne sont pas les leurs. Ce n'est pas anodin, parce qu'en le rédigeant, on travaille au préventif et on travaille sur toutes les données environnementales qui peuvent impacter les situations non stables et les imprévus qui peuvent arriver et les aléas inhérents à toute activité. Voilà, donc agir oui, c'est nécessaire dans le souci de préserver les personnes et les biens, mais pas de manière improvisée et absolument pas de manière improvisée. Voilà, si je peux conclure ainsi, quoi. Voilà. Alors, toute la notion d'anticipation, de préparation à agir vite, mais pas de manière improvisée, donc ça veut dire l'entraînement, ce que vous évoquiez, tout ça génère du volume de travail, des coûts aussi derrière. Comment c'est appréhendé dans la chaîne globale de la maintenance? Il y a la partie de la pièce qu'on va changer très basiquement, et puis toute la partie finalement accompagnement des équipes et leur capacité à intervenir dans ces contexte extrême et potentiellement d'urgence. Quel est, en termes de coût, peut-être, est-ce qu'il y a, en fonction du milieu, un coût plus élevé? Dans l'aéronautique, on peut bien l'imaginer, comme dans le nucléaire, peut-être. Oui, ça a un coût et ça a un prix in fine, évidemment. La maintenance est loin d'être à un coût négligeable parce qu'il y a une grosse préparation et un niveau de compétence nécessaire à la réalisation des tâches, que les opérations de maintenance, surtout en visite d'entretien majeur, pour gagner du potentiel, le coût de la maintenance est important sur les procédures, sur les matériels utilisés, sur les capacités, sur le maintien d'une capacité d'expertise. On va parler de nos bureaux d'études, donc c'est aussi de la compétence à entretenir dans la formation initiale et la formation continue des personnels à travers les nouvelles technologies, nos capacités d'expertise que l'on doit accroître de manière assistée, nos contrôles non destructifs, nos appareils, nos moyens de détection et d'identification des anomalies engendrent des investissements importants. Donc le respect de la réglementation aussi est important dans l'intérêt de la préservation des personnes et des biens. Donc oui, tout ça génère des coûts importants qui se situent vraiment en amont dans l'investissement.
Le plan d'entretien aéronef conditionne l'évaluation des coûts et associé au délai de réalisation. C'est-à-dire que les coûts augmentent aussi, sont liés au délai. L'expertise, le plan de prévention de base, le plan d'entretien de base, donc ça c'est un coût de travaux, ce qu'on va dire programmés, forfaitisés parfois. Et puis il y a des travaux non prévus, non programmés, et ces travaux non programmés nécessitent des coûts supplémentaires. Mais in fine, ça doit permettre de contribuer à une meilleure disponibilité du matériel, d'une fiabilisation et d'une utilisation des aéronefs, pour parler des aéronefs, comme on parle aussi du matériel des navires ou des sous-marins, qui permet une disponibilité opérationnelle la plus fiable possible, pour être utilisé dans les limites qui viennent d'être évoquées, parfois dans des limites extrêmes, en opération et en utilisation et en opération de projection et dans tous les types de missions nécessaires. Régis Tonnet. Le coût, il est juste énorme. Alors, je ne pourrais pas le chiffrer, bien évidemment. Mais quand, par exemple, pour faire naviguer un bateau comme le Charles de Gaulle ou des sous-marins, il faut construire une école. Ça fait 100 ans qu'il y a l'école de navigation sous-marine, parce qu'ils ont rapidement, nos aînés, identifié que c'était un milieu extrême et dangereux, parce qu'ils ne sont pas tous revenus, malheureusement. On voit que l'histoire, chez nous, l'histoire des sous-marins, l'histoire de l'aviation, l'histoire des bateaux de surface, mais aussi l'histoire de l'industrie à travers des grands accidents, ce sont des histoires qui se sont écrites dans les larmes et dans le sang. C'est le retour d'expérience, hein, forcément, et ça a un coût énorme quand on veut entraîner pas seulement un équipage mais toute une chaîne de prise de décision en cas d'accident nucléaire, par exemple. C'est parfois jusqu'à la préfecture, parfois ce sont des exercices nationaux qui sont organisés depuis la base navale de Toulon. Ça a un coût parce que quand on fait évacuer un lycée pour voir ce qui va se passer, quand on fait travailler un préfet, quand on neutralise un bateau des jours avant, parce que ce sont des choses qui se préparent, ces entraînements-là, cette formation-là, elle a un coût. Mais ce coût, il faut le mettre en regard de ce qui est socialement acceptable. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est socialement acceptable de perdre un sous-marin ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est socialement acceptable d'avoir des médicaments pour des gens malades qui ne sont pas fiables ? On voit bien que non. Donc, effectivement, ce coût, il est mis aussi en regard de ce qui est socialement acceptable dans notre monde d'aujourd'hui. D'ailleurs, peut-être est-il préférable de parler d'investissement que de coût. Olivier Cavallo. Oui, tout à fait, c'est un coût très, très élevé. Nous, qu'on compare à la valeur du patrimoine dans nos installations que les collectivités nous mettent à disposition. Et donc, l'important avant le coût, c'est de regarder quelle sera cette valeur patrimoniale nous, à la fin de nos contrats, et c'est plutôt cet équilibre-là que l'on fait. Mais sur le coût, je dirais qu'on s'est beaucoup attaché au coût de l'opération de la maintenance. On s'intéresse aujourd'hui encore plus au coût environnemental, à l'impact, et notamment quand on va gérer du renouvellement d'installations, de la modernisation d'installations. On va regarder beaucoup les OPEX, regarder la consommation électrique d'une nouvelle pompe, d'un nouveau moteur. On va se préoccuper plus qu'il y a quelques années de la durabilité de l'équipement. On est passé par une phase où le coût de l'équipement avait été le critère, un des critères principaux. On avait des équipements qui étaient plutôt, je dirais, jetables. Aujourd'hui, on se préoccupe de la durabilité, de la réparabilité de l'équipement, plutôt que d'en avoir 2 ou 3 en caisse qui sont prêts à remplacer un équipement qui deviendrait défaillant, quoi. Cette notion de durabilité me paraît aussi extrêmement importante dans la gestion de la maintenance aujourd'hui. Clément Cadiou. Moi, j'aime bien dire la sûreté nucléaire n'a pas de prix, elle a un coût. Et moi, je suis dans la marine, je suis un étatique, je suis là pour faire naviguer des bateaux. Comme disait mon amiral, je ne suis pas là pour faire du bénéfice.
Donc finalement, oui, ça a un coût, et je vais rejoindre ce qui s'est dit par là, mais c'est un coût qu'on connaît à l'avance, c'est-à-dire que c'est un programme d'investissement sur 30 ans. Ça, voilà. Et comment ça s'anticipe ce coût? Ça s'anticipe par la maîtrise du retour d'expérience, pour définir ce que l'on doit faire, ce que l'on a l'habitude de faire pour éviter qu'une panne ne réapparaisse. Ça se prépare avec une disponibilité de rechange, avoir ça, donc ça a un coût, oui, ok. Mais c'est le coût de notre sûreté nucléaire, c'est avoir les rechanges pour être sûr qu'à tout moment, on est capable de remettre en état sûr, toujours pareil, mon installation. Et ça s'anticipe aussi par la continuité de la compétence, cette sûreté nucléaire. C'est-à-dire que je me dois d'avoir des personnes qui savent faire, qui savent conduire, qui savent entretenir. Et bien oui, ça a un coût. Mais ça a un coût, comme je disais, c'est un outil qu'on construit en 30 ans. Et puis, l'aléa, je pense que finalement, c'est assez noyé. C'est-à-dire qu'il y a un effet de masse. C'est-à-dire qu'un jour, vous avez une panne sur la pompe primaire. Le lendemain, ça sera sur une pompe d'injection de sécurité. Et puis 3 jours plus tard, ça sera sur un radar. Et finalement, il n'y a pas un pic lié à un surcoût d'une panne. Voilà. Donc il y a un coût global. Et si j'osais, je dirais que pour réduire les coûts, il faut faire bon du premier coup. Caroline. Alors, en milieu industriel, on est challengé sur les coûts. Hein. On ne va pas se le cacher. Donc, moi, on me demande de faire des savings, on appelle ça, hein, chaque année, un petit peu plus. Et au final, c'est vrai que si je dépense un petit peu plus que mon budget, j'ai jamais personne qui est venu me faire des histoires. Hein. Donc nous on travaille par rapport à, comme vous disiez tout à l'heure, là, on a des plans à 5 ans, voilà. Donc on regarde nos coûts de maintenance, on regarde les taux de panne et on regarde aussi les événements non prévus sur l'équipement qui nous ont coûté du produit, hein, du médicament qu'on n'a pas vendu parce qu'on l'a mis à la poubelle par exemple. Donc on regarde l'âge aussi, tout ça, et donc on a des plans de réinvestissement, quoi. C'est-à-dire que si jamais il faut remplacer un équipement, voilà, il y a toutes ces données de maintenance et de coûts qui vont rentrer en jeu, et on va dire cet équipement-là, il est au bout de sa vie, il faut en acheter un autre, quoi. Voilà. Donc voilà, on travaille sur des plans à 5 ans, et les données de maintenance et les coûts de maintenance, la fiabilité des équipements rentrent dans cette grosse matrice là qu'on a créée en fait, et nous aide à prendre des décisions au bon moment. Voilà. Alors une dernière question et puis après on va vous passer la parole, hein, on va faire circuler un micro. On a la chance d'avoir 5 jeunes étudiants qui vont nous aider tout au long de cette journée et qui vous feront passer le micro. Dernière question sur la maintenance en milieu extrême, c'est aussi le risque potentiel d'exposer le personnel qui va intervenir sur ces actions de maintenance. Comment vous l'anticipez, comment vous l'abordez, comment vous les préparez? Là, on ne parle pas que des procédures à appliquer, c'est comment on protège finalement les gens qui vont intervenir en milieu extrême, en maintenance. Qui veut répondre à cette question en premier, Clément? Forcément, vous allez penser au nucléaire et au danger du nucléaire. Ça fait toujours peur. Alors, quand vous faites intervenir quelqu'un dans une installation pour la première fois, vous lui faites ce qu'on appelle une séance de sensibilisation au risque nucléaire. En fait, ce n'est pas une séance de sensibilisation, c'est une séance de désensibilisation. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, il y a un risque, il est complètement maîtrisé. Il est maîtrisé. Oui, ok, bien sûr qu'il y a un risque, mais il est maîtrisé. Et ce n'est pas parce qu'on rentre 2 heures dans un compartiment réacteur qu'on prend un risque sur notre vie. Voilà. Ça, c'est la première étape pour faire comprendre au personnel dans quoi il va intervenir. Et effectivement, nous, on a évidemment un risque radioprotection, un risque irradiation, un risque contamination. Donc on applique des principes de radioprotection, temps, écran, distance, principe de base. On ne reste pas trop longtemps dans un endroit où ça crache. On met un écran de protection plombé et on s'éloigne. Voilà, c'est des principes de base. Et ça, c'est ce qu'on apprend tout petit quand on travaille dans ce milieu-là. Et puis, une chaufferie, finalement, c'est un objet industriel comme un autre. Donc, en termes de SST classique, on a les mêmes risques qu'ailleurs. Donc, on a les mêmes risques qu'ailleurs, que dans tout milieu industriel,
sur lequel on rajoute cette surcouche du risque radioprotection, contamination et radiation. Mais aujourd'hui, il n'y a pas une... on va faire simple, l'espérance de vie d'un travailleur du nucléaire n'est pas plus faible que celui d'un conducteur de métro au hasard. Voilà. Donc oui, on met des parades, oui, on met des protections, oui, on applique des règles, des façons de faire. Enfin, il est passé le temps du liquidateur de Tchernobyl. Ouais. Voilà. Les choses ont effectivement un Il petit y a peu changé. Fukushima, il n'y a pas eu un mort lié à l'accident lui-même. Évidemment, il y a eu tout ce qui s'est passé autour, mais lié à la partie nucléaire, il n'y a pas eu un mort. Et ben, on a mis en place les moyens, téléopérés, robotisation, distance, temps, procédure, pour se protéger de ces risques. Caroline. Nous, on travaille des produits hautement actifs. Donc la protection, bon, elle est vis-à-vis du produit chimique, quoi. Donc on a des procédures très cadrées de travail, de décontamination si jamais il y a un déversement accidentel. C'est très cadré d'un point de vue EHS, quoi. Donc normalement, toutes les procédures en place permettent d'éviter que les personnes se contaminent. Alors c'est vrai qu'il y a des dizaines d'années, c'était surtout l'absence de contamination du produit qui prévalait. Et au fur et à mesure où la sensibilité au risque de contamination aux produits chimiques s'est développée, on a mis en place en fait des cascades de pression inversées pour éviter que le principe actif il aille se promener dans les couloirs, voilà, des choses comme ça, et donc contaminer le personnel. Hein. Et donc en fait c'est très très travaillé ça, hein, la contamination aux produits chimiques. Il y a des parades, hein, donc du coup on travaille avec des systèmes d'adduction d'air, donc on sait que les personnes ne peuvent pas respirer le produit chimique, ou des systèmes de ventilation assistée avec des filtres. Donc non, avec des systèmes de décontamination des combinaisons. Enfin, donc voilà, donc c'est très très cadré. Olivier Cavallo, alors là on ne parle pas de tourner en robinet, hein, il n'y a pas de risque majeur. Alors il n'y a pas de risque majeur sur le Mais robinet. sur les Par stations, contre, par exemple, intervenir sur de l'assainissement, oui, il y a des risques avec l'H2S. C'est sans doute le plus gros risque qu'on a dans notre métier, parce qu'il fait en France des morts chaque année. Et du coup, qu'est-ce qu'on a ? On a des procédures, des formations, des équipements, et on forme. Pour être sûr d'éviter ces risques. On a tous les équipements qui nous permettent d'intervenir dans des atmosphères dangereuses en sécurité. Il faut former et s'assurer que les équipes, de façon systématique, elles ne prennent aucun risque avec c'est des interventions en milieu CATEC. On a également des risques chimiques, là aussi, c'est pareil, on forme, on informe, on forme surtout les personnes qui arrivent dans l'entreprise, les intérimaires. Nos plus gros risques sont sur les nouveaux employés et les intérimaires. Quand on a des procédures, des équipements et qu'on est conscient du risque, on sait le gérer. Régis Tonnet. J'aime bien justement le mot conscient du risque. Je pense que pour se prémunir d'un risque, il faut qu'il soit conscientisé. Si on ne sait pas que quand on a trop bu, on est dangereux en voiture, on sera dangereux tout le temps. Et c'est ça, les actions de formation, on les connaît. Les moyens de protection collectifs ou individuels, on sait faire. Toutes les procédures pour revenir à un état stable, on l'a vu à Fukushima, hein, appuyer sur le Rex de ce qui s'est passé avant, pas de mort au niveau nucléaire, parce que tout ça, on l'a. Mais je pense que la première brique, le premier risque de défaillance, c'est l'être humain. Si on n'arrive pas à mettre dans la tête des gens qui vont travailler sur le sous-marin, sur le bateau, dans une ligne de production, quel est le risque ou quels sont les risques, s'ils ne conscientisent pas ça, ils ne suivront pas les procédures.
on a un sociologue dans la salle, je ne sais pas où il est, mais je pense qu'il maîtrise mieux le sujet que moi. Mais à partir du moment où on n'a pas cette conscience du risque, et ben c'est là où on va volontairement, on verra des opérateurs qui volontairement n'appliqueront pas les bonnes procédures. Jean-Luc Battista. Oui, effectivement, le risque le plus important, c'est celui qu'on n'a pas identifié. Donc ça, c'est évident parce que, donc, effectivement, travailler à la formation, procédure, équipement, c'est les trois piliers du travail auprès des personnels. Effectivement, l'adaptation, comment dire, on doit vraiment préparer les personnels et éviter le fantasme et vraiment des peurs irrationnelles et finalement qui peuvent s'avérer difficilement gérables. On travaille sur des opérations de désamiantage sur nos aéronefs, on a des protections, des procédures, des contraintes HSCT qui sont préparées, travaillées, des protections attachées, des zones dédiées, voilà, avec des environnements contrôlés à pression inversée. Voilà, donc on est des zones de décontamination, on va du masque FFP2 au scaphandre complet avec de la combinaison. Donc tout ça se prépare, se travaille, et effectivement, dès que la formation se met en œuvre, le fantasme tombe et on arrive à l'identification et effectivement à travailler sur une gestion beaucoup plus rationnelle. Donc toujours, à mon sens, travailler ces trois éléments, procédure, formation, équipement, permet de s'inscrire dans une démarche rationnelle et finalement d'établir des opérations les plus adaptées et nécessaires aux besoins. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser à notre panel? On a une question juste là, on va vous faire passer le micro. Merci. Merci à tous. D'abord, quel bonheur d'entendre dans cette enceinte un langage normalisé. Donc on ne fait pas de prédiction, on est bien d'accord. Et c'est un vrai bonheur. J'avais une question un peu globale. Alors, un petit commentaire, parce qu'on a parlé de maintenance et de réseau d'eau. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais Sextus Julius Frontinus, qui avait en charge les 500 km des aqueducs de Rome, a été le premier ingénieur en maintenance, puisque c'est lui qui a mis en place les actions de maintenance préventive, la rationalisation des pièces de rechange, la rédaction de procédures. C'est assez curieux. Donc ma question s'adresse un peu à tous. Quelle est votre approche par rapport à l'intégration de la maintenance à la conception? Pourquoi je dis ça? Parce que très souvent, en termes de santé-sécurité, on se retrouve avec des accidents parce qu'il n'y a pas de mode maintenance. Or, parfois, en maintenance, on a besoin d'énergie pour faire son diagnostic. Quelle est votre approche sur cet aspect de l'intégration de la maintenance à la conception? Alors, qui souhaite répondre à cette question qui est très simple, mais on le remercie. Ta question, elle est compliquée, Karim, surtout pour nous, parce qu'on est en bout de chaîne. Nous, on nous livre l'arme, le bateau, où elle a déjà été construite et pensée par d'autres. Et on voit, en tout cas, on est très rassuré, parce que sinon on ne plongerait pas sur le Suffren aujourd'hui, si on n'était pas certain qu'en amont, toute la maintenance était prévue. Ce qu'on a vu sur le Suffren, j'ai passé 4 ans sur le projet quand il était encore... moi j'étais à l'ENSM pour écrire les cours, mais quand il était encore coupé en morceaux à Cherbourg, il y avait des maquettes de CAO où ils commençaient à travailler la maintenance dedans, et si je dois démonter ce tuyau-là, qu'est-ce que je dois démonter autour, quel impact sur la chaufferie, quel impact... Donc je pense que ça, c'est vraiment pris en compte. Par contre, je rebondis sur ta question. Je crois aussi qu'il faut qu'on s'interroge sur quelque chose. Plus nos installations se modernisent, plus elles sont fiables. Et plus on se retrouve avec des gestes rares, c'est-à-dire des procédures de maintenance. Avant, on les faisait tous les ans, tous les 2 ans. Maintenant, c'est tous les 6 ans, les 8 ans, les 10 ans. Et là où on s'interroge aujourd'hui, nous aussi, à l'ENSM, c'est quid de la compétence, quid de l'efficacité.
au moment où il va falloir réaliser ces gestes qui sont devenus extrêmement rares. Quels outils pour la mise en situation en amont? En plus, ce sont souvent des opérations où il va y avoir un industriel, la Marine nationale, un organisme de contrôle comme le SSF, etc. Il va y avoir de multiples acteurs. Et ça, c'est une vraie question aussi aujourd'hui, c'est comment on va prendre en compte ces gestes rares pour le futur. Alors, tu vois, d'une question, je réponds par une autre question. Oui, Olivier. Non, mais vous voulez pas apporter un complément de réponse Ouais, Clément ? Oui, il y a le quoi et le comment. Quoi faire et comment le faire. Quoi faire sur nos installations nucléaires, évidemment, puisque c'est mon domaine. Ça se prépare, c'est quasiment la première chose, presque avant la conception. C'est-à-dire qu'on a des objectifs, ce qu'on appelle les OGS, des objectifs généraux de sûreté, peu importe, qui vont être déclinés dans des analyses de fiabilité et qui vont conduire à dire qu'il faut entretenir tel matériel tous les 6 mois, le tester tous les 3 mois, l'ouvrir en 2 tous les 10 ans, le remplacer tous les 20 ans. Donc ça, c'est préparé. Le quoi, il est défini quasiment dès le départ, parce que c'est celui-là, c'est ce quoi qui va nous permettre de démontrer en amont que l'objet que l'on fabrique, il est sûr. Et effectivement, après, il y a le comment. Et le comment, ce sont les outils, les outillages. Et évidemment, on a intérêt à avoir défini la machine pour aller chercher le combustible nucléaire 8 mètres sous l'eau avant d'être confronté au problème. Et donc ça, c'est défini en amont. Mais comme dans toute industrie, c'est pas parce qu'elle est pointue que tout est parfait du premier coup. Et la première fois où on met en œuvre un outillage, il y a une chaîne de code qui est pas bonne, et puis ça passe pas, et puis on reprend. Voilà. Donc on a défini le quoi très en amont, parce qu'on est obligé de le faire. Et le comment, on le fait comme dans toute industrie, et évidemment on va un peu subir de temps en temps, mais une fois que c'est rodé, c'est rodé. On fait de l'entretien depuis 40 ans des sous-marins type Ruby, on en découvre encore tous les jours, mais on sait le faire. Il y a une autre question. Oui, alors c'est une question, enfin, peut-être plutôt sous la forme de commentaire. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de l'humain, et j'ai beaucoup apprécié aussi l'arme ultime qui était l'équipage. C'est-à-dire que globalement, l'humain, c'est le risque majeur, et le remède ultime, c'est l'équipage. Donc, en fait, la conclusion est assez simple, c'est qu'à une heure où les échéances vont se raréfier, puisque c'est ce que je viens d'entendre, et ça, j'adhère tout à fait à ce propos, je pense qu'on a un gros problème de fidélisation au sein des institutions, quelles qu'elles soient, ou des organisations. Et là, je pense que la fidélisation, on l'obtient quand on donne un sens aux choses. Et ce que je vois qui a un petit peu manqué depuis le début, c'est la notion, pour attirer un peu les jeunes vocations sur la maintenance, qui paraît un métier secondaire, d'ailleurs souvent dans les budgets il est secondaire aussi, c'est de développer l'aspect développement durable. Parce que nous sommes à une époque où on se rend compte qu'il faut de plus en plus réparer. Réparer, c'est bien, ça protège l'environnement. Et je pense que ça, c'est une valeur absolument essentielle, un enjeu absolument majeur et actuel, pour la préservation de nos ressources. Et je crois que là, effectivement, il y a un message très fort sur le développement durable, qui permet peut-être de créer des sens et du coup d'organiser des institutions qui sont dans ce sens-là et qui vont peut-être créer effectivement une certaine fidélisation à une heure où les gens sont quand même très à peur, quoi. Et donc je pense qu'il faut effectivement remettre un peu des fondamentaux. N'oublions pas qu'au XVIIIe siècle, l'économie, c'était l'économie de la nature. Ce n'était pas l'économie financière. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ceci étant un commentaire, n'appelle pas forcément de réponse. Je pense que vous êtes à peu près tous sur cette longueur d'onde. Et effectivement, si le principe de réparabilité redevient complètement nécessaire aujourd'hui dans une logique d'économie circulaire, ça fait bien longtemps que la maintenance la met en œuvre, cette réparabilité. Peut-être un peu sous les radars. Voilà. On ne le voyait pas. Et aujourd'hui, on essaie de le montrer, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a une autre demande de parole là-haut. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci pour ces brillants exposés. Je pense qu'il y a eu ce que j'ai ressenti, c'est plutôt une complémentarité des réponses, justement, par rapport à toutes les questions qui ont été posées. Et une question qui me tenait à cœur particulièrement, c'est effectivement celle de la maintenance en milieu extrême et la définition du milieu extrême. Pour nous, aujourd'hui, moi je suis chez Veolia, donc collègue d'Olivier,
plutôt dans les incinérateurs. La notion d'extrême doit prendre en compte la notion de sécurité. Donc à partir du moment où il y a une exposition à un accident mortel, l'opération devient extrême pour moi. Après, il y a effectivement une différence en fonction des domaines, ce qui va faire que les checklists justement de prévention vont varier en fonction justement de l'exposition du risque. Et ça m'emmène à la notion justement d'adaptabilité, et ça c'est plutôt une question, c'est de savoir comment on prend en compte aujourd'hui la notion de la condition de l'équipement, sachant que quand on commence à exploiter justement un équipement, on met en place, monsieur parlait tout à l'heure justement de la maintenance pendant la conception, donc on met en place des checklists, mais qui sont justement adaptés à un équipement neuf. Et après, notre équipement vit, on se retrouve 20 ans après, on n'est plus exactement dans les mêmes conditions. Et là, effectivement, il faut peut-être faire une revue de risque pour savoir exactement comment on adapte justement notre stratégie de maintenance. J'aimerais savoir justement, en fonction des différents domaines, comment vous prenez en compte cet aspect. Alors, oui, Caroline. Donc, au-delà du vieillissement, donc c'est sûr que voilà, notre usine elle a 30 ans, donc il y a des équipements qui datent de l'origine. Hein. Et aussi le besoin d'augmenter la production. C'est-à-dire qu'on a augmenté en cadence, quoi. Et donc des équipements qui étaient utilisés jusqu'à présent, je dirais par exemple sur un shift, on commence à être utilisés sur 2 shifts, et puis 3 shifts, et puis bientôt le week-end. Donc évidemment, ces équipements-là, il faut adapter. Donc, alors, non seulement le plan de maintenance, ça c'est évident, mais aussi il faut les adapter eux. On est obligé de les transformer légèrement parce qu'ils ne sont pas forcément capables comme ça de conception, parce qu'ils n'étaient pas conçus pour ça, quoi. Ils n'étaient pas conçus pour travailler sans s'arrêter. Et donc du coup, c'est effectivement des plans de maintenance qu'on est obligé de revoir, mais aussi on est obligé de revoir l'équipement en lui-même pour qu'il puisse être capable de continuer à vivre encore un peu et travailler sans s'arrêter. Voilà. Donc oui, c'est vraiment une attention qu'on a. Jean-Luc Baptista. Oui, alors ça rejoint un petit peu la première question de Karim sur les données de conception et les données de maintenance. Alors quand le concepteur sollicite le maintenancier, c'est toujours mieux parce que ça permet d'élaborer et d'améliorer la stratégie de maintenance initiale qui effectivement évolue. Alors, je suis responsable programme d'un avion qui a été fabriqué dans les années 90, donc évidemment avec une flotte unique dans le monde de 22 avions. Donc on a des équipements liés à la durée de vie de l'avion et puis des équipements à vie propre. Donc je dirais que c'est les deux. On doit travailler avec le plan d'entretien de l'équipement et le plan d'entretien de l'aéronef et travailler sur ces deux données pour pouvoir élargir les codes checks et s'adapter en constat de fiabilité importante pour pouvoir élargir les pas de maintenance et augmenter la disponibilité de l'équipement. Et puis inversement, si on est dans des problématiques d'obsolescence qui sont inhérentes à toute vie du programme, là aussi il faut travailler et revenir. Ça rejoint les deux mondes de la conception et de la maintenance ne sont pas du tout dissociés. Ils doivent vivre ensemble tout au long de la vie d'un produit, puisqu'on revient sur de la régénérie. Sur l'équivalence, sur une nouvelle conception qui permet de travailler sur la vie propre de l'équipement. Effectivement, c'est un sujet majeur dans un entretien et dans la maintenabilité d'un aéronef comme d'autres équipements et d'autres sur le naval et sur les sous-marins. On est vraiment, et dans tous les équipements qu'on vient de citer et les installations, effectivement, la fiabilité doit être suivie à travers les données de conception et toujours dans la première préoccupation, la sûreté et la sécurité donc de fonctionnement. Voilà. Quelqu'un souhaite ajouter quelque chose, Clément? Juste oui. Pour Régis, c'est Clément. Nous, on intègre ça sur un REX, un retour d'expérience en boucle très court dans la marine. Les objets qu'on utilise sont conçus pour durer 30 à 40 ans. Donc, il faut bien imaginer que l'obsolescence dans 40 ans, enfin,
même en 10 ans, elle est juste énorme. Sur le programme de construction d'un bateau entre le Suffren et le dernier du type, il va s'écouler à peu près 10 ans, donc il y aura déjà de l'obsolescence sur des bateaux neufs. Ça, c'est vraiment pris en compte en boucle très courte, avec des modifications qui sont très régulières à bord des bateaux. Et aussi, on a la partie formation de l'équipage. On a des divisions entraînement qui viennent donner la dernière doctrine. Alors elles entraînent évidemment à aller au combat, mais elles entraînent aussi à ne pas faire d'erreur dans la maintenance, parce qu'on s'est rendu compte que sur le bateau même du type, en fermant cette vanne-là qui était prévue dans cette checklist-là, ben, ça ne fonctionne pas vraiment très bien dans certaines situations, donc c'est un REX en boucle très très courte. Clément Cadiou. Ouais, en 3 points, 2 qui ont déjà été abordés, donc effectivement on peut avoir une politique de maintenance vivante, et rien n'empêche d'aller changer le pas de maintenance si on s'aperçoit qu'il faut augmenter ce pas de maintenance. Il va y avoir à mi-vie généralement ce qu'on appelle une refonte à mi-vie, où on va pouvoir retoucher des équipements, changer des choses qui sont obsolescentes, qu'on vieillit. Et puis nous on rajoute une 3e petite couche dans notre domaine, ce qu'on appelle le DRS, le dossier de revue de sûreté, où on va venir à mi-vie de l'équipement refaire le tour de la question avec les nouvelles connaissances dans le domaine, le nouveau REX d'autres installations, tel type d'accident qui n'avait pas été pris en compte dans la définition, et on va s'imposer de modifier notre install pour la rendre plus sûre. Donc ça, on va faire ça dans ce qu'on appelle ça un DRS, peu importe. Et donc, au-delà de est-ce que l'installation devient de moins en moins fiable, ça on peut le traiter par PDM, nous on va essayer de la rendre même plus sûre pendant sa durée de vie. Merci beaucoup, madame, messieurs, d'avoir partagé vos analyses, vos points de vue et votre expérience finalement. On peut les applaudir. On se retrouve dans une demi-heure pour le premier retour d'expérience de ce 2MF 2e édition. On va parler de documentation. On se retrouve dans la salle et en direct sur YouTube. À tout à l'heure.